Et on va revenir maintenant sur l'attaque de Paris contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, puisque le scénario se précise. L'assaillant a reconnu avoir préparé, repéré les lieux. Il voulait d'ailleurs mettre le feu à ces anciens locaux. Il a aussi reconnu qu'il avait 25 et non 18 ans. Pourtant, à son arrivée en France il y a 3 ans, on le considérait comme un mineur. Il avait été d'ailleurs pris en charge par l'aide sociale accordée aux migrants mineurs. Alors il y a beaucoup de questions ce soir. Pourquoi un juge à l'époque n'a pas vérifié son âge? Quelles sont donc les failles du système? Cet homme qui a été pris en charge par la France pendant 3 ans, est-ce qu'il était dans un parcours d'intégration? Semble-t-il ne parlait pas bien français. Il a regardé des vidéos, mais des vidéos venues du Pakistan qui justement parlaient de Charlie Hebdo. Donc il y a beaucoup de questions sur l'accueil de ces migrants et de ces jeunes migrants mineurs ce soir, après les éléments qui ont été apportés tout à l'heure par le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. On va en parler d'ailleurs. On va écouter tout de suite Jean-François Ricard et ensuite on va écouter Cathy Richard, qui est l'avocate d'une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo et qui était d'ailleurs en ce moment au procès des attentats de janvier 2015. On l'écoute. Il s'agit de se poser des questions quand on a des gens qui arrivent de pays tels que ceux-là. Il s'agit de se poser des questions quand il y a des gens qui viennent et qui peuvent continuer à rester en relation avec une forme de culture qui n'est pas la nôtre, qui est une culture justement du blasphème et de la non-liberté. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire mais qu'est-ce qu'on leur dit? Quel est le message à faire passer? Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux jeunes et à celui-là comme les autres? Même s'il venait du Pakistan, même s'il avait 7 ans de plus. Maître Richard, donc l'avocate du fils de Bernard Maris au procès des attentats de janvier 2015. Sébastien Chenu, le député du Rassemblement national, est avec nous ce soir. Bonsoir. Nous sommes avec un policier, Christophe Rouget. Bonsoir, commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et puis nous sommes avec Corinne Thor, la chef de mission France Médecins sans frontières. On essaie de comprendre comment fonctionne notre système, comment un mineur qui se présente, comme un étranger qui se présente mineur peut finalement tricher sur son âge, sur son identité et bénéficier finalement de l'accueil français. Alors moi j'aurais plutôt tendance à dire comment se fait-il qu'aujourd'hui nous laissons des mineurs à la rue parce que nous avons un dispositif qui est défaillant, qui est complexe et qui n'est pas un dispositif qui permette un accompagnement pluriculturel de ces jeunes. Ce qu'il faut aussi entendre... Lui, il avait été pris en charge. Absolument. C'est que les évaluations de la minorité telles qu'elles sont faites aujourd'hui en France sont disparates sur l'ensemble des conseils départementaux qui sont en charge de la protection de l'enfance, qu'il y a des évaluations qui sont majoritairement faites très rapidement, sans interprète, sans bilan de santé, qui ne tiennent pas compte de la situation psychique, je dirais, du jeune qui se présente. Il y avait quand même 7 ans d'écart entre l'âge qu'il a déclaré, 18 ans, et son véritable âge, 25 ans. C'est-à-dire que quand il est arrivé à 3 ans, on pensait qu'il en avait 15, alors qu'il en avait 22. Oui, je rappelle aussi que on demande la certification des documents d'identité des personnes. Donc il y a tout de même un dispositif qui est très très lourd. C'est le département qui prend en charge ? Alors, l'identification de l'identité, c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire qu'au terme dans le cadre de l'évaluation, ils vont tenter de voir si les documents d'identité sont là, déjà, parce qu'ils peuvent très bien ne pas en avoir. Et puis ensuite, s'ils ont un doute, normalement, il doit y avoir une demande de fait auprès de la police des airs et des frontières pour certifier les documents. En tout cas, le ministère de l'Intérieur est en charge de cela. Là, un juge, on le sait, avait été saisi. Oui. Dans son cas précis, mais il n'avait pas décidé de vérifier son âge, notamment avec peut-être des examens osseux, qui sont assez controversés d'ailleurs. Alors oui, c'est complètement controversé, c'est-à-dire que l'on sait, tout le corps médical s'accorde à dire que les tests osseux ont une marge d'erreur d'environ 18 mois. Et, là, il y avait 7 ans. Hein. Non, c'est pas une question. Il n'y avait pas 7 ans lorsqu'il est arrivé sur le territoire français. Il y avait toujours 7 ans d'écart entre son âge déclaré et l'âge réel. Raison de plus pour savoir que le test osseux n'aurait de toute façon peut-être pas fonctionné ou peut-être aurait pu fonctionner. Je ne sais pas en la matière si un juge a demandé à avoir un test osseux. Ce sont des pratiques qui sont assez fréquentes, mais que l'on dénonce de toute façon. Après, oui, il y a des mineurs qui probablement mentent sur leur âge parce que ils sont en détresse et qu'ils veuillent un accueil un petit peu sur la France. Vous savez, tous ces jeunes-là... Ils sont dans des filières aussi organisées ou pas? Rien ne le prouve. Il peut y avoir des réseaux de passeurs, évidemment, mais rien ne le prouve. Il y a énormément de mineurs qui se retrouvent à devoir mentir sur leur âge pour pouvoir être pris en charge.
Bon, ça, c'est un cas de figure. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que globalement, les évaluations de la minorité, finalement, ne sont pas bonnes pour les mineurs, puisque, ne serait-ce que sur Paris, 80 à 85% des mineurs ne sont pas reconnus mineurs, mais qu'au terme d'un accompagnement pluridisciplinaire, juridique, médical, et surtout en santé mentale et sociale, et bien finalement, en tout cas sur notre cohorte de jeunes que nous accueillons depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire à peu près 1700 jeunes, 57%... 1700 jeunes, vous en accueillez? Oui. Sur tout le territoire français? 1700 jeunes depuis... Non, à Paris. Uniquement Paris. Uniquement à Paris. 57% de ces jeunes ont bien été reconnus mineurs. Sébastien Chenu, quelle est la réaction politique que vous portez? Vous dites, bon, il y a eu une faille, bien sûr, mais on ne peut pas, d'un cas unique, remettre en cause un dispositif d'accueil. Si, moi je crois qu'il faut arrêter avec cette plaisanterie coûteuse et dangereuse pour la France que l'accueil de mineurs, de personnes dites mineures isolées. Le chiffre est en augmentation constante. On en est aujourd'hui à peu près à 40 000 mineurs, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, isolés sur notre territoire. Le coût est très important. Nos départements ploient sous la charge exponentielle que cela représente. Tout est pris en charge concernant ces mineurs. Bien sûr, l'accès à la formation, l'accès à l'éducation, le logement, ce qu'on appelle les hôtels sociaux. Vous savez, moi j'ai des gens qui chaque semaine viennent me voir dans ma circonscription parce qu'ils attendent un logement social. Donc là, ils ont droit à un logement. Ces enfants, la CMU, la santé, tout est pris intégralement en charge. On s'aperçoit que 80% de ces jeunes gens ou moins jeunes gens viennent de pays qui ne sont pas en guerre. La majorité, 80%, viennent de pays d'Afrique comme le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc que foutait un majeur pakistanais sur le territoire français? Sincèrement, à part le fait que ce soit une migration économique, il n'avait strictement aucune raison d'être là. Alors on peut continuer comme ça. Là c'est 40 000, l'année prochaine sera 50 000, puisque ça ne fait qu'augmenter, puisque de toute façon la France offre tout. Le problème c'est que c'est coûteux et c'est dangereux. Il aurait fallu déjà vérifier son âge? Ah mais bien sûr, il aurait fallu vérifier son âge. C'est-à-dire qu'il faut inverser la charge de la présomption. La présomption aujourd'hui, on présume que la personne est mineure. Moi je pense qu'il faut présumer qu'elle est majeure. Et donc, à partir du moment où on présume qu'elle est majeure, eh bien, on fait un test osseux. Alors, il y a forcément peut-être des erreurs, mais il y a aussi des tests qui ne comportent pas d'erreur. Et l'erreur, elle ne doit pas profiter à celui qui ment. Parce que là, dans le système actuel, l'erreur profite, et on le voit, elle profite au menteur, à cette personne qui a menti. La France l'a accueilli, l'a nourri, l'a logé, l'a hébergé. Il a remercié la France à coups de hachoir. Si vous voulez, cette plaisanterie, qui n'en est pas une, est insupportable. Il faut d'urgence arrêter cela. Il faut reconduire tous les étrangers délinquants à la frontière. Nous n'avons pas les moyens de supporter ça. Et en plus, c'est dangereux. Il y a un rapport très clair avec la délinquance. On le voit, il y a des filières, il y a des passeurs, vous l'avez dit vous-même, madame. Il y a des gens qui aujourd'hui se comportent mal. Nous n'avons ni les moyens, ni la volonté d'accueillir ces gens-là. Christophe Rouget, en tant que policier, est-ce que vous êtes confronté justement à ces cas? Alors, il y a les vrais mineurs, si j'ai bien compris, et puis ceux qui se font passer pour des mineurs, sans doute pour aussi bénéficier du système qui est mis en place pour les accueillir. C'est un fléau aujourd'hui. C'est un fléau et on est dans un système qui est à la fois dramatique et ubuesque. Dramatique parce qu'il y a des jeunes mineurs qui sont en difficulté, qui ne savent pas forcément bien accompagner, mais dramatique aussi parce que la délinquance, elle explose et on a des victimes. On a des victimes de vol, de cambriolage, d'armes, d'attaques avec des armes. Donc on a ces victimes-là qu'il faut prendre en compte. Mais on a aussi un système qui est ubuesque parce que personne n'est content. Les associations de protection de l'enfance ne sont pas contentes. Les départements payent une fortune, ils ne sont pas contents. La justice, elle est submergée et nous travaillons dans le vide. Aujourd'hui, sur une ville comme Bordeaux, par exemple, 43% de la délinquance est liée à ces mineurs isolés. Donc on a nos collègues qui interviennent, qui mettent en garde à vue ces personnes, mais souvent, elles ont des alias, elles refusent de se faire signaliser et donc on est dans l'impasse pour les prendre en charge, dans l'impasse pour les faire condamner. Et donc, il faut tout remettre à plat rapidement pour qu'on arrive à lutter contre cette délinquance. Il faut progresser dans la biométrie. Il faut progresser aussi dans les accords internationaux avec les pays d'où viennent ces gens. Parce que si on a des accords, c'est un peu le cas avec le Maroc, il faut avec d'autres pays avoir des accords pour pouvoir les reconduire. Parce que effectivement, là, on subit pour l'instant, en fait. Pour l'instant, on subit et on a une quantité de personnes. On a parfois des gens qui sont en garde à vue, qui ont presque les cheveux blancs et qui nous disent qu'ils sont mineurs. Voilà la réalité. Ouais. Corinne Thor, il y a aussi la façon dont on accueille. Parce que cet homme-là, alors il n'était pas mineur, bon, mais on l'a accueilli comme un mineur. Il passe 3 ans
il est censé être scolarisé, être accompagné. Il ne parle pas français 3 ans après. Est-ce que ça pose aussi... Alors, après, il vient d'une culture, d'un pays, le Pakistan, où le blasphème est condamné à mort. Donc, il vient aussi de ça, de cette culture-là. Si à un moment donné, on ne lui dit pas, en France, c'est différent... On a appris aussi qu'il regardait des vidéos de son pays essentiellement. Et de son pays, ces vidéos parlaient des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo, forcément en des termes particulièrement violents et agressifs. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'intégration et de permettre à quelqu'un qui va rester sur le territoire de vivre avec nous? Alors déjà, ça dénote bien, excusez-moi de vous contredire sur ce point-là, que non, la scolarité, il n'y accède pas tous. Non, il n'y a pas un accompagnement qui soit réellement adapté pour ces jeunes. C'est absolument aberrant, effectivement, qu'au bout de 7 ans, ce jeune ne parle pas français. Donc ça veut bien dire qu'il n'a pas eu accès à la scolarité et qu'il n'a pas eu accès à la... Ouais, je suis désolée. Ça veut dire qu'il y a une volonté réelle de ne pas s'assimiler. Cette personne n'est pas venue pour adopter nos codes. Cette personne est venue pour nous détruire et profiter de notre système économique. Mais non, laissez-moi finir déjà. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir ce que j'ai à vous dire. Je lui dis d'autre part, ne faites pas un cas pour une généralité. C'est pas parce que là, évidemment, tout le monde est d'accord pour condamner ce qui s'est passé. Je veux dire, on a des pensées pour les familles, pour les blessés, mais n'en faites pas une généralité. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur notre cohorte, je vais parler de notre cohorte, aucun, pour le moment, n'a été accusé de quoi que ce soit sur un plan pénal, et tout simplement parce que justement, il y a un accompagnement pluridisciplinaire qui fait que nous les intégrons, nous les accompagnons. Monsieur le policier parlait de fête de délinquance. Alors, après, il y a aussi, on connaît Bordeaux, puisque nous étions à Bordeaux aussi, nous avions un programme à Bordeaux. Il y a une petite délinquance très spécifique avec des jeunes Marocains à Paris, à Bordeaux. Ce sont des jeunes Marocains. C'est pas tant que ça. À Paris, c'est 30 jeunes Marocains qui génèrent énormément de problèmes. De là à dire que ce sont tous les migrants d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas le droit de venir sur notre territoire, ce sont des mineurs. Effectivement, il y a la présomption de minorité qu'il faut respecter. À la frontière, si un mineur se déclare mineur, il doit passer, il doit être évalué. Madame. Et nous avons un problème d'évaluation et d'intégration. Nous, ce que nous réclamons tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on cesse, aussi bien conseils départementaux, État, de se renvoyer la balle. Effectivement, vous avez raison, les chiffres augmentent. Ce ne sont pas 40 000 mineurs d'ailleurs qui ont été reconnus mineurs l'année dernière. Non, je vous ai dit 40 000 mineurs isolés. Mais madame, oui. Je pense, si on peut dire un mot, vous ne pouvez pas forcer notre pays qui n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Je sais bien que c'est très généreux de vouloir accueillir tous les gens qui viennent, mais quand on a 80% de ces gens-là qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre, qui sont des pays qui peuvent avoir ou pas d'ailleurs des difficultés économiques, à ce moment-là, vous accueillez la terre entière. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Il faut être responsable. Vous voyez bien que ça cause que ces conflictualité, elle vient de gens qui ne veulent pas s'assimiler, qui n'ont pas décidé d'accepter ni nos codes sociaux et qui, pire, veulent nous mettre à genoux. Vous voyez bien que là, c'est Bordeaux dont on parle, mais on pourrait parler de Lille, on pourrait parler des fêtes de délinquance à Paris. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde angélique où vous dites aux Français, où vous forcez les Français à accueillir des mineurs, des faux mineurs, qui ne sont même pas isolés puisqu'ils ont en général des familles. On a bien vu la famille de cet assassin, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Il a une famille qui existe au Pakistan. Vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas forcer les Français à accepter toute la misère du monde, surtout lorsque non seulement elle est coûteuse, mais elle est dangereuse également. Alors d'abord, excusez-moi, mais ce n'est pas toute la misère du monde. Nous parlons de mineurs actuellement. Donc, il y a une convention internationale de la protection de l'enfance. Ça augmente. Et ça augmente, madame. C'est exponentiel. Vous les laissez dans une situation où, de toute façon, la France aujourd'hui, par sa politique, effectivement, qui n'est pas adaptée, fait en sorte, finalement, de rendre ces jeunes dans une vulnérabilité extrême où... Mais madame, ils n'ont rien à faire chez nous. Madame, ils n'ont rien à faire chez nous. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile, leurs pays ne sont pas en guerre, ils n'ont rien à faire dernière question, chez nous. monsieur le policier. Vous intervenez finalement une fois qu'ils sont là ? Oui. Nous intervenons et je vous dis, pour le moment, nos collègues sont submergés, les services judiciaires. On a créé à des endroits des cellules spécialisées pour s'occuper uniquement des mineurs isolés. Et il faut trouver une réponse pénale et une réponse sociétale pour éviter ce fléau de délinquance. Merci à tous les trois.